120 minutes business avec Lorraine Goumeau à mes côtés. Nous sommes en direct de la rencontre des entrepreneurs de France à l'hippodrome de Longchamp, près de Paris, à Paris d'ailleurs. Nous continuons à parler recrutement, l'un des grands enjeux, des grands défis des entrepreneurs français, avec au début de cette ref évidemment Stéphane Manigold, président du groupe Éclore, président de la branche restauration de Lumi, nous a rejoint. 8 restaurants, Stéphane Manigold, c'est ça, on en a 8? Oui, on en a 8 avec quasiment un peu 8. plus de 150 collaborateurs et 180 d'ici la fin de l'année. Donc on recrute massivement. Vous recrutez massivement, effectivement. On a vu il y a un instant que chez les ingénieurs, dans certaines entreprises, on arrive d'une façon ou d'une autre à retenir cette troupe, un tant bien que mal. Vous, c'est un petit peu le contraire quand même. C'est un peu le contraire, mais c'est de façon assez générale. Et je crois qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrive, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, le loisir, qui a bien intégré depuis très longtemps que les vieilles pratiques n'ont plus place dans nos métiers. C'est quoi les vieilles pratiques, si on peut les nommer clairement aujourd'hui? La violence en cuisine, la violence en salle, le non-respect du collaborateur, tout ça, c'est des choses qui évidemment je condamne. Moi-même, j'étais salarié, il ne faut pas l'oublier, et j'ai fait le choix de vivre cette grande aventure, sauter le grand pas qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et je tiens à saluer tous les artisans, les petits chefs d'entreprise qui bien souvent gagnent moins que leurs salariés et qui font vivre la France de façon assez merveilleuse. Donc je tiens à leur faire un clin d'œil appuyé, parce que c'est aussi les forces vives. N'oublions pas qu'un patron, avant tout, c'est aussi un être humain qui a son lot de quotidien, familial, personnel, et qui a aussi des engagements. Vous voyez, c'est pas juste un type dont on secoue les manches et l'argent tombe tout seul. Vous voyez, des engagements et des demandes avant de voir un petit peu comment se passe le recrutement, quels sont vos besoins et quelles sont les difficultés que vous avez à trouver du personnel. Comment s'est passé l'été déjà? Écoutez, l'été était formidable. Je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent d'être partis en France, d'avoir redécouvert la France. Ils sont revenus dans les restaurants. Voilà, ils sont revenus dans les restaurants. Merci, vive la France. Nous avons certainement le plus beau pays du monde. Et moi, je suis très heureux que le repas des Français est classé depuis 2008 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il faut le préserver. Mais notre combat, c'est aussi donner plus de transparence vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis des salariés. Le mot restaurant, vous savez, est un peu galvanisé. En Italie, pour ceux qui sont déjà allés, lorsque vous ouvrez une carte dans un restaurant, eh bien, c'est clairement écrit. Lorsque c'est un plat industriel, lorsque c'est un plat surgelé, c'est écrit. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce qu'il y ait de la transparence. Il y a du fait maison déjà. Il y a les logos fait maison en France. Oui, mais bon, on marche un peu à l'envers. Il faut sortir la fanfare pour dire qu'on fait bien, alors que la normalité, c'est quand on fait bien. Et nous, on soutient nos agriculteurs et ils nous écoutent massivement. On soutient l'artisanat français. C'est aussi ça, avoir des actes écologiques concrets, réels et sérieux. Ça impacte à la fois l'économie et écologiquement, c'est bon pour nos agriculteurs. Benoît Serre, ce secteur particulièrement, on en parle énormément. Est-ce que vous l'avez constaté? Il n'y a pas que la restauration, effectivement, où il y a des démissions, de l'abandon et surtout pas de retour des salariés. Mais enfin, la restauration, ça reste quand même, vous en tant que vice-président de la NDRH, vous voyez un petit peu comment se profilent les choses. On le voit parce que la restauration, je pense pas, vous êtes le spécialiste, moi je suis plutôt spécialiste de la consommation, des restaurations. En fait, vous avez des gens qui sont aujourd'hui extrêmement sensibles à la qualité, non pas de leur vie au travail, mais de leur organisation au travail. Et on sait que ces métiers qui sont souvent en horaire décalé viennent perturber un peu le rythme de vie dit normal, entre guillemets. Et par conséquent, c'est sans doute une des raisons, pas la seule, je pense qu'il y avait un sujet de rémunération aussi, qui explique que ce secteur-là soit touché. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de télétravail. Moi, je crois que on devrait parler plutôt de refond de l'organisation et de libération de l'organisation du travail. Et c'est vrai que, sans doute, le monde de la restauration est un peu victime de cela. Le critère contrainte-rémunération a évolué, en fait. Et aujourd'hui, les gens disent, pour ce niveau de rémunération-là, je ne vais pas accepter ce niveau de contrainte-là. Donc c'est sûr que ce n'est pas évident dans ce métier, mais vous avez trouvé la même chose dans la grande distribution, par exemple, avec des horaires jusqu'au samedi ou voire le dimanche dans certains magasins, Juste, pardon etc. de vous couper, pour ma compréhension, c'est quoi un niveau de rémunération acceptable? Mais ça, c'est chacun qui le détermine, c'est ça le problème. En fait, Oui, effectivement. D'ailleurs, est-ce que c'est les salariés qui le fixent, ce niveau de rémunération acceptable? J'ai des plongeurs, y compris dans la nouvelle réforme, qui gagnent plus que les enseignants qui donnent l'éducation à nos enfants. Donc c'est toujours la question, c'est quelle est l'acceptabilité d'un revenu? Et quand des plongeurs gagnent plus que des enseignants... Thierry Meillat, vous avez une réponse à cela?
Pas vraiment, non, je pense que c'est lié effectivement à l'aspect contrainte du métier qui fait qu'on peut avoir des comportements en termes d'attente de rémunération qui peuvent effectivement sembler parfois un peu surprenants. Mais je pense qu'effectivement, il y a une acceptabilité moindre, notamment depuis les confinements, des contraintes horaires, temporelles, qui sont liées au métier de la restauration, on va dire un peu par essence, parce qu'évidemment le télétravail, ça n'existe pas pour la restauration, c'est un peu contradictoire, mais qu'on retrouve effectivement ailleurs. Mais je pense que c'est ce qui peut probablement expliquer des attentes qui parfois vont sembler étranges, et puis surtout qui ne peuvent pas fonctionner en termes de modèle économique pour les restaurants. En fait. Mais justement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne rentrent pas dans la case des gens éligibles au télétravail, pour tous ceux qui travaillent le week-end ou quand nous on dort ou quand on se repose, Thierry, qu'est-ce qu'il existe comme outil juridique pour le patron, la patronne qui veut motiver, du moins financièrement, ses salariés au travail ? Alors, disons que la position qu'a prise le gouvernement dans le cadre de la loi de finances rectificative qui a été adoptée juste là au mois d'août, ça a déjà été pas de hausse générale de salaire ou pas, comme certains l'avaient demandé, d'obligation générale de négociation au niveau des branches, des choses comme ça. C'est plutôt sur 3 axes en fait essentiels. D'abord, c'est le travailler plus pour gagner plus, quand même clairement, c'est-à-dire le rachat des heures supplémentaires ou plutôt l'augmentation des seuils d'exonération de 5 000 à 7 500 euros sur les heures supplémentaires payées plus 25% pour les 4 premières comme c'est habituellement le cas. Le rachat des jours de RTT, alors ça c'est une nouveauté dont on a beaucoup parlé, donc qui sont rachetés, qui pourront être rachetés dans les mêmes conditions en fait comme si c'était des heures supplémentaires, donc avec une majoration de 25%. Attention, parce qu'il y a un débat depuis le vote de la loi, c'est que le ministère du Travail considère que ça ne s'applique pas aux cadres en forfait jour. Ce qui est un véritable sujet. Alors c'est vrai qu'il existe déjà un mécanisme de rachat différent pour les cadres au forfait jour, mais en tout cas sachez qu'aujourd'hui, quand on parle de rachat de jours de RTT sous l'optique du ministère du Travail, on attend un décret, c'est tout le monde sauf les cadres au forfait jour. On ne compte pas non plus les jours de RTT placés dans des CET qui obéissent à un régime différent. Donc ça, c'est le travailler plus pour gagner Bienvenue plus. En France. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Il y a des questions financières derrière. Et il y a aussi la prime sur le partage de la valeur, la PPV, qui a remplacé la prime exceptionnelle de valeur ajoutée et qui, celle-ci, est portée de 3 à 6 000 euros, en fait, dans un certain nombre de cas, mais qui en tout cas reste un moyen pour les employeurs qui veulent motiver leurs salariés, assez simple puisque, en gros, défiscalisé. Le travailler plus pour gagner plus, ça marche aussi dans la restauration, vous savez, Stéphane Manigol ? C'est un faux sujet, le travailler plus pour gagner plus. Je suis très ami avec un de vos confrères qui a annoncé son départ du barreau de Paris, Éric Morin, qui est un grand pénaliste. Je ne crois pas que c'est un sujet de rémunération le concernant qui l'a poussé à quitter le barreau. On n'a pas dit qu'il y avait que ça, mais c'est vrai que dans votre secteur, c'est assez important. Je crois que la grande démission concerne, c'est un mouvement qui nous est venu des États-Unis. On l'a observé assez massivement. Du reste, j'ai la chance de connaître quelques grands patrons qui m'ont alerté dès le début de l'année sur ce phénomène aux États-Unis. Des gens qui gagnaient extrêmement bien leur vie. On parle de collaborateurs aux États-Unis qui gagnaient plus de 500 000 $ par an. Donc effectivement, quand pendant 20 ans vous avez gagné ça, c'est toujours sympa d'aller dans le Nevada, d'élever des poules et faire la pêche. Quand on a gagné ça pendant 20 ans, on s'est mis à l'abri et on peut le faire. Je crois qu'il faut revenir sur un sujet de base, c'est que n'oublions pas, et rappelons ce chiffre, je parle sous votre contrôle, c'est qu'un quart des salariés ne quittent pas l'entreprise, ils quittent leur manager. Et je crois que le management, la possibilité d'évoluer vers un management différent est fondamentale. Moi, j'observe les pays tels que l'Allemagne, les pays scandinaves, ils ne sont absolument pas concernés par la grande démission. Pourquoi ? Parce que vous avez, au fond, c'est vraiment les pays, soit qui sont libéral ou social-démocrates, qui sont concernés par ces sujets. Parce que l'Allemagne, par exemple, vous avez 2 piliers institutionnels. C'est la relation entre le syndicat patronal et le syndicat des salariés, qui, main dans la main, participent à la gouvernance de l'entreprise, à comment on peut être, je dirais, rentable. Parce que je rappelle que pour redistribuer des salaires ou des primes, y compris Macron, il faut que l'entreprise dégage non pas simplement du chiffre d'affaires, mais du résultat, ça s'appelle du bénéfice. Et je reviens 2 secondes sur la prime Macron. La prime Macron, pour moi, elle est très bien, mais elle est un peu communiste. C'est-à-dire que moi, je souhaite, dans mon entreprise, valoriser le mérite,
le travail, l'escalier social et la prime Macron, elle doit être non pas pour tout le monde, mais elle doit être faite à la distinction du collaborateur qui a évidemment et qui participe à l'essor de l'entreprise. C'est la vocation d'une entreprise. Nous ne sommes pas une association de loi 1901, je le rappelle. Lorraine Goumeau. Pas généraliser les primes pour tous. Benoît, pour rebondir sur ce que disait Stéphane Manigold, est-ce qu'on pourrait imaginer une indexation justement du salaire du manager ou de la prime du manager sur le taux de rétention de ses salariés? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans le contexte actuel? Mais ça existe, hein. Vous avez des entreprises qui... généraliser du coup à tous les managers. Non, je veux dire par là, c'est quand vous avez le choix de le faire. Moi, je suis d'accord avec Stéphane Manigold, la question du management, elle est centrale. On parle de télétravail, d'hybride, de ce que vous voulez. La plupart des gens arrivent et partent parce que leur manager leur plaît ou leur déplaît. Parce que c'est la personne que vous croisez tous les matins. Donc il y a un sujet de management. Sur votre question, on peut déjà le faire en fait. On peut déjà dire que parmi les critères d'évaluation dans le cadre des entretiens de fin d'année, le taux de fidélisation, le taux de promotion. Moi j'ai été quelque temps derrière dans une entreprise de la grande distribution spécialisée en 2 mots et dans le bricolage, qui avait mis ça. Enfin on surveillait, on disait aux gens voilà celui qui, notamment les directeurs de magasins à l'époque, qui donnaient le plus de talent à l'entreprise était reconnu pour cela. Donc on peut très bien le faire. On n'a pas besoin de la loi pour cela. Donc ça c'est pas une difficulté particulière. L'autre point en revanche sur les primes Macron, tout ce que vous venez d'évoquer, juste pour rebondir 2 secondes, je crois que ça pose un sujet qu'il faut adresser. Alors on utilise le mot un peu valise de partage de la valeur. Je crois que c'est important d'avoir des outils de reconnaissance individuelle, c'est ce que vous évoquez, mais c'est également important de développer des outils de reconnaissance collective. Et on voit bien à quel point le collectif manque et a manqué pendant la période Covid. Donc c'est un peu un équilibre des deux, la rémunération collective et la rémunération individuelle. Benoît Serre, Stéphane Manigold parlait de la grande démission des États-Unis. Nous, on n'en est quand même pas là. Pour vous, c'est pas la même chose? Non, moi je pense qu'en France, on ne sera pas confronté à ça. Ouais. Je l'évoquais tout à l'heure, le contrat de travail en France, il emporte ou il apporte beaucoup plus de choses que le contrat de travail aux États-Unis. Par conséquent, il est très structurant de la société, de votre accès à l'emprunt, de votre accès pour acheter une maison, une voiture, ce que vous voulez. Par conséquent, on n'a pas le même phénomène. Le marché du travail n'est pas très fluide, on a une économie qui est très administrée. Dire changer de boulot, c'est compliqué, hein. Ça a l'air de rien, mais changer de contrat, il faut changer la mutuelle, changer aux États-Unis, ça va très vite. Après, il y a l'histoire de préavis. Donc on a un modèle d'organisation du travail qui est très protecteur, ce qui lui donne quelques qualités, et qui est donc très rigide, ce qui lui donne quelques défauts. Donc c'est pour ça que je ne crois pas moi, au phénomène américain. Il se traduira de manière différente, c'est tout. Thierry Meillat. Simplement, c'était pour rebondir, et ce n'est pas du tout prévu que ça change. Vous savez que pendant la campagne présidentielle, aucun candidat n'a parlé de réformer le droit du travail, en tout cas de manière profonde. On a parlé de retraite, on a parlé de chômage, mais on n'a pas parlé de réforme du droit du travail. Et en fait, en réalité, il faut remonter à 2017 pour avoir des débats de ce type, donc la précédente élection présidentielle, où il avait été évoqué la fameuse création d'un contrat de flexicurité à la danoise. Tout ça est totalement oublié, et effectivement, le contrat à durée indéterminée a de beaux jours devant lui, et comme disait mon compagnon ici à côté, on doit vivre avec, et il est extrêmement structurant. Lorraine. Alors on parle des salariés tout à l'heure, on parle des grands groupes beaucoup, mais parlons aussi de ces 18 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi au premier semestre 2022, essentiellement des petites entreprises, des entrepreneurs qui avaient 1-3 personnes en dessous d'elles. Thierry, rebondir sur ce chiffre, comment on l'explique? 18 000 personnes sans job, des patrons qui n'ont pas toujours le filet de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure, du CDI évidemment, ou de ce que peut offrir ou du chômage. Dans la quasi-totalité des cas, ce sont des personnes qui ne sont pas effectivement protégées par Pôle emploi et qui peuvent avoir pris une assurance privée, mais très souvent ne l'auront pas fait non plus. Ouais. Ceci étant dit, vous avez, à mon avis, c'est une conséquence directe en fait de la hausse des faillites d'entreprises qui repart. On s'y attendait quand même, parce que vous avez eu le PGE, vous avez eu tout ce qui a été mis en place, et c'est pas une critique. En 2020, 2021, on a prolongé. Bon, évidemment, il arrive un moment où il faut rembourser. Et très clairement, aujourd'hui, le problème est en train de se poser, et on remarque quand même que ça commence par les entreprises les plus fragiles, qui sont les plus petites. Effectivement, on parle vraiment des TPE qui sont impactées de l'ordre effectivement d'augmentation de 30%, mais je crois que c'est à peu près le taux d'augmentation des faillites qui a été constaté au premier semestre de 2022. En tout cas, j'ai lu quelque chose dans la presse en ce sens. Donc très clairement, je pense, premier point, que c'est compliqué pour
ces personnes qui, comme disait mon autre compagnon de plateau, qui se sont beaucoup investis sans filet de sécurité et qui aujourd'hui se retrouvent effectivement dans une situation difficile. Et puis, je pense que ça augure aussi de quelque chose d'un peu compliqué pour la période qui vient. Stéphane Manigold, effectivement, la trésorerie, les défaillances d'entreprises, le remboursement des PGE, vous, c'est un gros sujet d'inquiétude. C'est le sujet d'inquiétude prioritaire des chefs d'entreprise. Je rappelle que pendant cette crise, moi je suis très fier que l'État français ait protégé nos salariés et c'est l'honneur de la France que de l'avoir fait et d'avoir donné à des salariés qui n'avaient aucune activité 84% de leur salaire en restant à la maison. On ne leur a pas dit vous allez emprunter chez Sofinco, CTLM ou à votre banque ce salaire et vous allez rembourser sur 4 ans. Les chefs d'entreprise, on leur a collé un PGE, un prêt garanti par l'État. 700 000. Voilà, il y a 700 000 entreprises qui en ont bénéficié. Les cabinets d'avocats aussi, les grandes entreprises. Sur les 700 000, je rappelle que la restauration, c'est 220 000 restaurants. Sur les 130 milliards de prêts, il y en a moins de 20 milliards pour les entreprises de la restauration. Donc oui, nous avons une grosse caisse de résonance, mais nous représentons même pas 15% de ces dettes. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat du second tour d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et je me rappelle d'un président, parce que j'ai tweeté à ce moment-là, d'un candidat, Emmanuel Macron, et j'invite Bruno Le Maire, s'il nous écoute, et je suis persuadé qu'il nous écoute, et Madame Borne qui va faire son discours d'ouverture du MEDEF. Qu'a dit le président, le candidat Macron? Eh bien, il a dit, on les décalera. C'est du quasi-fonds propre. C'est ce que vous attendez, je ne vais pas faire l'offense à nos auditeurs de leur expliquer ce qu'est du quasi-fonds propre. On va rester sur les on décalera, c'est ni plus ni moins une promesse. Vous savez, quand un chef d'entreprise fait une promesse à ses salariés, il doit la respecter. Et bien, lorsqu'un candidat, Emmanuel Macron, qui a été élu maintenant et qui est président, il nous a fait une promesse, nous demandons simplement qu'il respecte cette promesse et qu'il l'allonge sur 10 ans, cette dette qui nous est parfaitement insupportable. 25% d'un chiffre d'affaires, quand les restaurants, les hôtels, etc., au mieux dégagent 10 points de renta et que sur ces 10 points de renta, vous reversez 6,5 points pour rembourser cette dette. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes écoles de l'ENA pour comprendre que techniquement, ça ne passera pas. Le message est passé. Stéphane Manigold, Lorraine Goumeau. Thierry, alors vous êtes avocat en droit du travail, pas avocat fiscaliste ou en gestion proprement parler, mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que ces PGE ils soient officiellement reconnus comme des quasi-fonds propres dans les prochains mois? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu des positions définitives très claires à ce sujet, notamment de la part du ministre de l'économie. C'est-à-dire que ça fait un peu cinglinglin, c'est-à-dire qu'on dit on va rembourser, mais on sait pas quand. Un peu comme l'État, l'État exactement, la dette publique. La dette publique, cette dette, elle la rembourse sur 20 ans. Comment nous, entreprises, on peut la rembourser sur 4 ans quand l'État français qui a tous les moyens de mettre des taxes, etc., des impôts, ce que nous ne pouvons pas faire, nous, entreprises, rembourse cette dette sur 20 ans. Moi, ça passe pas. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a encore un débat et que parce que le gouvernement sait bien que ça risque de provoquer des défaillances d'entreprises de façon assez massive. C'est déjà le cas. Et que c'est vraiment pas le moment en fait de se retrouver dans cette situation. Mais je pense pas qu'il y ait une décision définitive sous contrôle quand même d'un confrère fiscaliste. Mais j'ai rien vu passer. Lorraine, vous avez une autre question? Bruno Le Maire a ouvert les discussions. Oui, Stéphane Manigold. Il semble plutôt fermé. Nous le faisons confiance pour qu'il revienne sur sa position et qu'il respecte la promesse du président, maintenant Emmanuel Macron. Lorraine. Depuis tout à l'heure, on vous remonte les grosses problématiques des patrons, des patronnes qu'on sont remontées. On a évoqué les outils pour augmenter les rémunérations des employés, cette conscience écologique. Il y a un autre sujet un peu cinglinglin, c'est l'égalité homme-femme. Peut-être Benoît, Thierry, peut-être d'abord, où en est la loi? Est-ce que c'est plus la cinglinglin sur l'égalité homme-femme? Est-ce qu'il y a des postes, là, en cette année 2022, est-ce que des choses ont foncièrement changé? Est-ce qu'on va revenir sur un sujet sur la table des patrons alors qu'il y a tellement d'autres choses à régler? Alors, il y a quand même le fameux index en fait sur l'égalité au travail créé en 2019, je rappelle, qui se renforce d'année en année, qui concerne aujourd'hui toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et vous avez des obligations de publication, notamment sur le site du ministère du Travail, en détaillant les différents critères. Je rentrerai pas dans le détail, mais qui sont aujourd'hui obligatoires et qui se renforcent d'année en année. Donc
vous avez ça déjà, et puis vous avez un phénomène qui pour le coup va s'appliquer après-demain. Pour les entreprises de plus de 2000 salariés, dans le cadre de l'application de la loi Rixin, les entreprises vont avoir l'obligation de publier la répartition hommes-femmes de leurs instances dirigeantes. Avant, c'était le conseil d'administration en 2011. Là, c'est les instances dirigeantes. Et les instances dirigeantes, ça dépend de chaque entreprise. Ça peut être le COMEX, le CODIR, ça peut être ce genre. Et donc ça, cette obligation de publication, j'ai été beaucoup interrogé dans le courant du mois d'août sur qu'est-ce qu'une instance dirigeante et qui on met dans l'instance dirigeante. Ça, c'est pour le 1er septembre. Et n'oublions pas, toujours dans le cadre de la loi Rixin, en 2026, il faudra qu'il y ait au moins 30% de femmes dans ces instances dirigeantes. C'est-à-dire, en fait, les comités qui assistent, en fait, le dirigeant, disons, dans la vie courante de l'entreprise pour prendre les décisions stratégiques. Donc, Merci beaucoup. Ça va très loin. Merci Thierry Meillat d'être venu sur notre plateau.